Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve depuis Sao Paulo, comme toujours, sous les avions et sous l'orage. Il pleut à verse. Nous sommes en pleine saison humide, donc c'est pluie, orage et forte chaleur. On ne va pas se plaindre. Bon, je voulais vous parler aujourd'hui de cette, comment dirais-je, de cette ère du temps de l'impunité. Parce que nous autres, gens de droite, sommes des écorchés vifs. Et donc, on parle souvent de l'impunité des délinquants, mais il y a une autre impunité qui est tout aussi grave, c'est l'impunité des preneurs de décision, des leaders, des hommes politiques, mais aussi en entreprise. Il y a comme une sorte d'impunité, d'irresponsabilité, un principe d'irresponsabilité qui s'est installé. D'ailleurs, c'est drôle parce que les tocards qui nous gouvernent parlent de plus en plus de en responsabilité. Ah, tu vois, les ministres français, pendant le Covid, ils te disent en responsabilité, virgule, j'ai décidé la 4e dose. En responsabilité, virgule, j'ai décidé de fermer les discothèques. En responsabilité, virgule, j'ai fait le coûte que coûte. Le quoi qu'il en coûte. Bon, vous les avez reconnus, ces génies de l'administration, de la haute administration ou de la haute politique. S'ils parlent de en responsabilité, c'est qu'ils sont en fait irresponsables, parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Voyez le sang contaminé. Où se trouve M. Fabius aujourd'hui? Il est au sommet de l'État, il est au Conseil constitutionnel. Il n'est pas en tôle, ou il n'est pas couvert par la honte. Il n'a pas fait harakiri, hein, à ce que je sache. Je ne sais même pas s'il s'est excusé. Où sont les criminels qui ont ruiné Alstom, qui ont vendu Alstom, les turbines d'Alstom là? Où sont les criminels qui ont créé la dette publique en France, enfin, le surendettement? Où sont-ils? Ils sont tranquilles, coulent des jours heureux, une retraite heureuse, où ils sont encore au gouvernement. Où sont les criminels qui ont, qui ont signé et mis en place le regroupement familial? Il y a des rues qui portent leur nom. Vous croyez que quelqu'un sera mis en tôle à cause du Covid? Où est Agnès Buzyn? Elle a été décorée. Où est Madame Le Marchand? Décorée. Voilà. Où est Monsieur Montagnier? Il est mort dans l'anonymat, voire dans l'opprobre, alors que s'il y a un type qui devrait avoir la tête haute en France, c'est lui. Où est Monsieur Raoult? Où est Monsieur Fouché? Par contre, tous les bandits, les voyous, les monstres qui ont pris des mauvaises décisions durant cette crise, où sont les patrons des EHPAD? Où sont les membres du conseil scientifique qui ont dit restez chez vous et prenez du Doliprane? Où sont-ils? Alors, la colère divine ne trompe pas. Hein. Voilà. Voilà, c'est l'impunité. Et cette impunité, elle explique beaucoup notre malheur actuel. Parce que quand tu ne punis pas les gens qui prennent des mauvaises décisions, eh bien, tu finis par punir les bons. Parce que les bons ne prennent pas les bonnes places. Parce que dans un système qui fonctionne bien, tu prends une mauvaise décision, tu sors. On ne va pas te découper en morceaux, on n'est pas des sauvages, mais tu quittes ton poste. C'est ce qui fonctionnait dans l'armée américaine jusqu'à la guerre du Vietnam. Et ce n'est pas un hasard si l'armée américaine se prend des gamelles depuis la guerre du Vietnam. Parce que jusqu'à la guerre du Vietnam, tu perdais une bataille, tu étais sorti. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dès qu'un colonel, capitaine encore ça allait, mais colonel, général, perdait une bataille, il était renvoyé aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. La France n'a pas gagné la Première Guerre mondiale par hasard. Dès ce qu'on appelle le limogeage, on envoyait les officiers supérieurs à Limoges, c'est-à-dire au placard, qui était à Limoges. D'où le limogeage. Là, on ne limoge plus personne. Depuis la guerre du Vietnam, on ne limoge plus personne dans l'armée américaine. Tu fais des bêtises, tu restes. Et puis, on s'est défaussé maintenant sur la technologie. Les drones, les satellites, les robots, tout ça. Et on croit qu'on va compenser le manque de leadership par la technologie. On voit les résultats. Bon. Dans l'armée américaine, il y a quelque chose de très important, qui est un grand enseignement pour nous en France. C'est ce qui s'est passé au tout début de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, les Américains, ils avaient une armée de la taille de l'armée bulgare. Ils avaient 37 000 hommes, en 1939. Donc ils ont commencé à se préparer. Ils savaient qu'ils allaient tôt ou tard aller rejoindre les Britanniques pour faire la guerre aux Allemands. Bon, ils ont traîné les pattes, c'est pas traîné les pieds, vous connaissez l'histoire. En 1939, ils ont dit comment on fait pour s'armer et créer une armée qui fasse 300 000, 500 000 hommes, parce qu'on ne va pas combattre Hitler avec 37 000 hommes, la taille de l'armée bulgare. Ils ont fait un grand exercice, je crois, dans le sud des États-Unis, au Mississippi, au Missouri, je ne sais plus. Là, on est en 1939. Les États-Unis ne sont pas encore en guerre.
Et ils ont fait des grandes manœuvres. Et ils ont jugé réellement la performance des officiers supérieurs. Et ils ont renvoyé tous les généraux américains, tous, sauf deux ou trois. Ils ont mis tout le monde à la retraite, tous, parce qu'ils étaient mauvais. Mauvais. Et ils ont fait monter les officiers qui étaient dans les rangs intermédiaires. Capitaine, commandant, colonel, voilà, colonel. Ils ont fait monter les gens ils ont donné leur ordre de gloire, leur opportunité unique à des gens qui étaient dans les charges intermédiaires, dont un certain Patton, dont un certain Eisenhower, les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, des génies militaires. Eisenhower, il a végété pendant 15 ou 20 ans comme patron d'une école de formation. Il a végété, le type, il a eu le même grade pendant 15 ans. Parce qu'il y avait des mandarins au-dessus de lui. Pensez en France à des gens comme Castex, Véran, Attal. Pensez à un type comme Attali, pensez à un type comme Alain Minc, les mandarins. Pensez à des types qui, voilà, d'un certain âge ou moins âgés comme Véran, qui prennent les places et qui ne laissent pas pousser, qui se trompent en permanence, mais qui restent. Voilà. Logique de réseau, logique d'impunité, d'irresponsabilité. Quand les Américains ont sorti ces mandarins, on a fait monter des gens comme Patton et Eisenhower. Eisenhower, sa carrière était brisée. Il était au Tennessee, je crois, patron d'une école militaire. Voilà, ça a donné le débarquement en Normandie, ça vous a libéré, vous les Français, vous devez votre liberté, notamment, pas seulement, mais notamment à cette mesure-là des Américains. Au Vietnam, en Corée, ça a encore fonctionné comme ça. Au Vietnam, il y a eu un changement. Voilà, on a commencé à se dégrader. Et là, c'est la dégradation de la qualité de ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas une histoire pour jolies étudiantes ou gentils étudiants de sciences politiques qui parlent de comment on prend les décisions ou de la responsabilité sociale des entreprises. Non, la gouvernance, c'est très sérieux. C'est comment tu prends les décisions et comment tu récompenses ceux qui prennent les bonnes décisions et tu te débarrasses de ceux qui prennent les mauvaises décisions. C'est ça. Nous, on est aujourd'hui nous, aujourd'hui, si nous étions l'équipage du Titanic, nous serions capables de recruter pour un deuxième voyage les gens qui nous auraient fait chavirer en avril 1912. Les mêmes. On en est là. Macron il ne s'est pas excusé d'avoir éborgné les Gilets jaunes. Je n'ai pas vu Castex demander l'exil en Guyane pour ce qu'il a fait. Je n'ai pas vu Darmanin s'excuser pour ne pas avoir expulsé les étrangers clandestins. Voilà, j'ai suffisamment été clair. Ce problème de l'impunité, il est aussi à l'origine de notre malaise actuel, parce que nous voyons bien que ça se dégrade. Mais souvent, nous, à droite, nous mettons toute la charge sur les immigrés. C'est faux. L'immigration est un fiasco, mais elle n'explique pas ce que je viens de dire. Et à gauche, on met ça sur le climat. Voilà. Donc, voilà. Il y a des gens qui peuvent passer une vie à parler de décarbonation, de décarbonation de l'atmosphère ou de migration ou de changement ou de migration énergétique. Et ils ratent ça, des sujets comme ça qui sont fondamentaux et ça coûte pas cher. Hein. La réforme du management, du leadership, ce que dit mon ami François Bert, le discernement, ça coûte pas cher. C'est beaucoup moins cher que de tuer l'industrie automobile française qui est au diesel et de mettre des voitures qui roulent aux batteries électriques. Et le résultat, dans un cas, dans le discernement, tu vas arriver à un bon résultat. Dans l'autre, on n'est pas sûr d'avoir des voitures qui roulent. Hein. Je pense qu'on est capable, si nous suivons le délire de la décarbonation et de la migration énergétique, là, nous sommes capables d'aller en charrette et en calèche. Bon, au moins, ça rejoindra le grand remplacement. Nous aurons des calèches à Paris. Comme le paysage urbain parisien ou berlinois est devenu similaire à Marrakech, tu te sentiras à Marrakech, à Paris, voilà. Bon. J'ai essayé de faire de l'humour, je ne sais pas si j'ai réussi. Bon, à bientôt.